taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci encore de suivre votre émission Objection, réflexion autour d'un homme avec les mutations en cours, un monde qui s'affole, sa pensée et sa pratique continuent d'inspirer les générations. Plus de 50 ans après sa disparition, Amical Cabral reste une référence majeure. Que nous dit-il encore sur notre rapport à la liberté, à la culture, au leadership? C'est la réflexion que nous vous proposons dans votre émission Objection de ce dimanche avec notre invité Mamadou Kabirou Gano, enseignant-chercheur, maître de conférences titulaire au département de philosophie de la FASTEF. Merci Mamadou d'être venu à notre émission. C'est un plaisir de vous accueillir à Objection. Voilà, bonjour, merci à vous aussi de m'avoir invité. Alors, Mamadou Kabirou Gano, parler d'Amical Cabral 50 ans après sa disparition. Pourquoi? Eh bien, la pensée d'Amical Cabral continue d'irriguer les luttes d'émancipation, notamment dans des pays comme le Sénégal. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci pour cette invitation. Cabral nous inspire à bien des égards parce qu'il a été une figure qui avait multiples facettes. C'était un leader politique, donc qui a eu à mobiliser les masses pour pouvoir libérer son pays. C'était un théoricien qui a eu à réfléchir sur sa pratique politique et sur également en fait les réalités de son pays. C'était un chef militaire, c'était un diplomate et c'était aussi en fait un formateur. Donc toutes ces facettes-là en font un leader au même titre que Nkrumah, que Guevara, que Lumumba, Cheikh Anta Ben Barka ou bien Ruben Nyobe, comme beaucoup d'autres Africains. Donc sous ce rapport-là, il est une figure incontournable en fait de la pensée politique africaine, également en fait des luttes de libération africaine. Quelle pensée par rapport à l'évolution politique actuelle après plus de 100 ans, disons? Quelle réflexion? Oui, en fait, on ne peut pas nier qu'il y a des facettes de sa pensée qui sont devenues obsolètes parce qu'il a réfléchi en pleine guerre froide. Il a eu au temps où on ne parlait pas de mondialisation, au temps où on ne parlait pas de globalisation, on ne parlait pas les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, il a eu à commencer en fait sa pratique politique à la fin en plein ère stalinienne, quasiment. Oui. Voilà. Et quelque part, en fait, il y a une forme il se prévaut dans certaines formes de marxisme, même s'il ne le revendique pas absolument. Bon. Mais on peut dire que les problèmes anciens sont toujours actuels. Dès lors. Mais sous quel mode on peut reconnaître qu'il y a quand même une actualité de la pensée de Cabral? Les réponses aux interrogations qu'il a faites, ces réponses-là, rendent compte qu'il y a une exigence éthique sur le plan politique. L'exigence éthique, elle prévaut et il y a une demande d'éthicité par rapport aux masses, par rapport aux militants, par rapport aux citoyens. Il y a une plus grande exigence. Il y a également en fait un besoin de fonder son action sur sa propre identité. Donc d'enlever tous les oripeaux sur lesquels nous avons eu à fonctionner par le fait de la domination en fait coloniale. Le don de soi? Pas le don de soi, parce que le don de soi, c'est équivoque au Sénégal. Si on parle de don de soi... C'est le rapporter justement à non-réalité. À non-réalité. Oui. Oui, en fait, il en parle, parce que chez Cabral, il y a bien la notion qui est connue du suicide politique.
que pour lui, les leaders politiques, notamment ceux issus de la petite bourgeoisie, s'ils veulent réaliser quelque chose, devront se suicider politiquement. Ah. Ouais. Mais comment analysez-vous, au regard de la pensée d'Amical Cabral, justement l'avènement de Pastef au sommet du pouvoir, mais justement les malentendus dont on parle, les difficultés au sommet de l'État entre les deux têtes de l'exécutif. Observez une comparaison par rapport à la démarche opérée par Amical Cabral. Alors, je veux dire que sur le plan de la démarche, Pastef, tout comme le PAIGC, a eu à mobiliser en fait ses militants pour arriver à la conquête du pouvoir. Et Cabral, pour libérer en fait la Guinée-Bissau, a mobilisé également la paysannerie. Mais Cabral a eu au moins à avouer ou à exhorter les militants en fait de s'armer idéologiquement. On ne peut pas avoir une action politique informée sans pour autant précisément en fait construire un socle idéologique. Bon, alors je peux dire que peut-être que c'est ce socle idéologique-là qui n'est pas clairement défini pour beaucoup de militants de PASTEF et également pour beaucoup de Sénégalais. Non. Et la césure qu'il y a au sommet de l'État, ou en tout cas que nous semblons percevoir au sommet de l'État, semble être peut-être des perspectives différentes. Au-delà de la différence... conception idéologique ou politique? Oui, au-delà de la différence, au-delà des problèmes d'ego, au-delà des problèmes de personnes, il y a également peut-être des postures idéologiques différentes entre le président de la République et son premier ministre. Des postures idéologiques différentes. Pourtant issus du même bord politique. Issus du même bord politique. Mais est-ce qu'ils sont armés de la même foi politique? C'est pas évident. Ils ne sont pas armés certainement en fait des mêmes idées politiques ou des mêmes idéaux politiques. Donc c'est pas simplement peut-être une différence entre de conception, différence entre des individus ou bien une aspiration à exercer le pouvoir de façon personnelle, mais précisément fait que chacun a une visée politique idéologique différente de l'autre. Et ce qui veut dire que quelque part, quand même, dans son avènement en fait au pouvoir, Pastef peut-être a semblé être dans une démarche de bricolage idéologique. Oui. Mais comment le percevez-vous? C'est-à-dire, si nous devons concrètement allouer une démarche idéologique à l'un comme à l'autre, oui, de quelle nature serait cette démarche idéologique portée par l'un et par l'autre? C'est une interprétation tout à fait personnelle et peut-être que je pense que le président serait plus dans une démarche de la tradition politique sénégalaise, consistant simplement dans une démocratie formelle, une démocratie d'élection, une démocratie dans laquelle on élit en fait les responsables. Et après, en fait, ils exercent le pouvoir jusqu'à la prochaine échéance. Donc, c'est plus dans la continuité de la tradition politique sénégalaise que s'inscrit, en fait, le président de la République. Par contre, en fait, le Premier ministre serait dans une position plus de rupture, différente. Et plus en adéquation peut-être avec les discours qui nous a été servi dès le départ par Pastef. Donc, de ce point de vue-là, il est plus dans une ligne idéologiquement assumée que le président de la République. Bon, donc, puisque, en fait, pour en revenir un peu à Cabral, oui, en fait, il y a une construction idéologique qui n'est pas certainement, en fait, terminée au niveau du Pastef et qui pourrait aller dans le sens de ce que nous enseigne Cabral. Avoir un parti, une démarche politique doit être précisément en fait nourrie d'une construction idéologique. Le fondement idéologique, son fondement idéologique, sa pensée politique. La pensée politique d'abord de Cabral, c'est une pensée qui est nourrie du marxisme.
Donc, même s'il ne proclame pas, même s'il ne dit pas qu'il est marxiste, au moins il utilise les catégories politiques en fait du marxisme, notamment en fait de la petite bourgeoisie, la révolution, la notion de classe sociale, la notion de moteur de l'histoire. Tout ça, c'est une partie prenante en fait. Mais il révise certaines catégories du marxisme. Par exemple, il va récuser le fait que la classe ouvrière soit le moteur en fait de l'histoire, et qu'elle soit à l'avant-garde de cette histoire-là. Pour lui, en fait, dans nos pays, c'est la paysannerie qui pourrait être en fait le moteur en fait de la révolution. Bon, alors, ce schéma-là, ce schématisme-là, ces fondements idéologiques marxistes-là, ça ne se retrouve pas en fait au niveau de PASTEF. Il y a un discours nationaliste qui est là. Bon, en ce sens-là, certainement, en fait, c'est plus proche en fait des thèses de Mamadou Ya, de Sékou Touré ou bien encore de Nyerere. Voilà. Et de ce point de vue, et dans la continuité, Cabral accordait une place centrale à la culture. Ouais. En fait, la culture chez Cabral, précisément, c'est un peu l'alpha et l'oméga de sa pratique politique. D'abord, il montre que le colonialisme a prospéré sur la base de la répression de la culture autochtone. Oui, mais la culture comme fondement de la liberté, de certaines expressions. C'est-à-dire que d'abord, pour que la domination coloniale s'est exercée sur d'abord la culture. Mais c'est au niveau de la culture que nous retrouvons un refuge pour permettre de résister au fait colonial. Oui. Et Cabral dit que la culture, c'est d'abord c'est un peu les fleurs de la chose. Il y a une métaphore qu'il utilise, c'est les fleurs de la vie. C'est ce qui permet précisément aux individus en fait de se sentir pleinement humains. Et il parle de fait de culture. Oui. Le fait de culture, c'est comme un moyen de résister en fait à la domination coloniale, mais la lutte de libération va constituer un facteur de culture. Oui, comme l'expression d'une liberté. Non, comme facteur comme l'expression de liberté. Oui. Mais en tout cas, au plus les gens luttent, plus ils construisent également en fait une autre instrumentalité. Comment une telle idée peut-elle s'améliorer au Sénégal, considéré comme un pays entre tradition, modernisme et mondialisation? Non, j'ai dit que là, on ne peut pas. On est le modernisme, la mondialisation, la globalisation. Tout cela, ce sont précisément en fait des forces exogènes qui s'appliquent sur nos sociétés, sur nos cultures, qui sont plus ou moins fragilisées par la domination coloniale. C'est ça. Mais maintenant, comment utiliser la culture pour pouvoir résister et se construire? Pour Cabral, et même également en fait pour nous dans nos sociétés, et je pense que il y a une nouvelle démarche politique qui voudrait construire une école qui soit une école de la société. Oui. On ne peut pas avoir une école de la société si précisément les contenus pédagogiques ne changent pas. Les contenus pédagogiques doivent se nourrir, s'alimenter à partir précisément en fait des éléments de notre culture. Ouais. Au-delà de ça, il y a l'infrastructure économique aussi. Parce que quand même, quoi qu'on dise, la culture, c'est au niveau idéologique. Donc, si l'infrastructure économique elle est dominée par des forces capitalistes, il est certain que c'est l'idéologie capitaliste qui va s'imposer en fait aux uns et aux autres. Ouais. Alors, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Mamadou Kabirou Gano, qui est justement enseignant-chercheur, maître de conférence à la FESTEF. Alors, justement, M. Gano, dites-nous, le Sénégal a-t-il, selon vous, achevé ce processus d'indépendance? Quelle réponse? Bon, si on est dans la grille de lecture, en fait, c'est la grille de lecture qui pourrait nous servir à lire ou interpréter ce qui se passe au Sénégal, on peut dire qu'il n'y a pas, précisément, en fait, d'indépendance politique. Oui, mais parce d'indépendance. La lutte de libération devait conduire à une indépendance politique. C'est un programme minimal.
Le programme maximal, c'est permettre l'émancipation en fait des gens. L'émancipation de la société, l'émancipation en fait des individus. C'est pour ça que Cabral parlait d'une libération qui ne s'arrêtait pas, qui ne devrait pas seulement s'arrêter à l'indépendance. Ouais, l'indépendance. Alors la question maintenant, ce processus de libération, est-ce que c'est achevé? Non, on ne peut pas dire que c'est achevé parce que quand même, c'est une lutte quotidienne. Le fait d'être indépendant, autonome, c'est une conquête de tous les jours. Donc, que ce soit chez Cabral, l'indépendance, ça veut dire qu'il a lutté pour l'indépendance. Oui, mais ça ne devrait pas s'arrêter à l'indépendance. Maintenant, l'indépendance devait conduire à une émancipation. Exact. Et l'émancipation, c'est, par exemple, sur le plan économique. Lui, il enseigne qu'il faut une économie de la dignité. Économie de la dignité, ça veut dire qu'il y ait une justice sociale, qu'il y ait une justice économique, que chacun puisse précisément en fait se réaliser. Or, si nous voyons ce qui se passe ici et maintenant, c'est-à-dire que si nous examinons les forces qui gouvernent l'économie du pays, il est certain en fait qu'il y a la même mise du capital étranger dans notre économie. Au moment où on parle de plus en plus de souveraineté économique. Voilà. Oui. Et souveraineté économique, et Cabral, durant toute la guerre de libération, l'économie en fait des zones libérées était et n'avait pas besoin de monnaie. Or, si la monnaie que nous utilisons, c'est une monnaie dont les décideurs se trouvent à l'étranger. Ou en tout cas, c'est à partir de l'étranger précisément en fait que cette monnaie-là est plus ou moins gérée. Alors, il va sans dire que précisément en fait la souveraineté ou en tout cas l'indépendance, on est en plein dans le gué en fait de la domination. Et comme monétaire, comme alimentaire même. Et même alimentaire et même idéologique ou scolaire. C'est-à-dire que si nous prenons ce qui est contraire à la pensée de Cabral. Non, si nous prenons justement ce qu'on enseigne dans nos écoles. Nous utilisons une langue étrangère, en tout cas une langue qui n'est pas issue en fait de nos sociétés, surtout depuis l'école primaire. Ce que nous enseignons, les contenus d'enseignement, les contenus pédagogiques sont également en fait quelque part, non pas dictés de l'extérieur, mais au moins les contenus sont extravertis. Alors, toutes choses qui font que pratiquement en fait on ne peut pas dire qu'on est souverain ou bien encore qu'on est absolument indépendant. Alors, le rapport à l'État, le rapport aux institutions, mais le rapport au pouvoir, est-il conforme à l'éthique de responsabilité prônée par Amical Cabral? La dimension éthique est extrêmement importante en fait chez Cabral. Et précisément, chaque individu devrait s'interroger sur le sens de ses actions, sur la finalité de l'action et sur la conformité de cette action-là avec des principes moraux. Et ce que nous voyons à l'œuvre, notamment en fait, c'est une crise multiforme qui existe dans nos sociétés, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan moral. Ces crises-là, elles rejaillissent en fait sur les acteurs politiques, de sorte que ne serait-ce que la prolifération en fait, des partis politiques, la manière dont ces partis sont gérés. Et nous voyons tout ce qui se passe au niveau de la justice, ou encore les détournements de deniers publics. Tout cela montre précisément en fait que les questions éthiques sont la portion congrue de l'action politique elle-même, au niveau des partis et même au niveau des institutions. Et au moins, c'est l'espèce de changement qu'il y a eu depuis quelques temps, qui amoindrit en fait les détournements. Mais dans la vie quotidienne, nous voyons toujours beaucoup de choses qui peuvent nous heurter et qui font que pratiquement en fait on est dans une fragilité éthique. Et comment Cabral expliquer et justifier ce combat dans le cadre de l'éthique
et aussi de la souveraineté économique, bien sûr. En fait, il parle un peu d'éthique de résistance. Alors, l'éthique de résistance, c'est que au moins que nous portions notre action non pas à partir d'idées préconçues, Oui. non pas à partir du gain qu'on pourrait avoir, mais précisément en fait du service qu'on pourrait rendre en fait à la société, À la communauté. à la communauté. Oui. Et cette idée de résistance dont prônait Amical Cabral, trouvait sa justification où? Au niveau des individus eux-mêmes. Oui. C'est à partir de soi, à partir de l'individu lui-même qu'on peut avoir les ressorts, mais sur la base en fait d'une éducation aussi. L'éducation va être un peu en fait une sorte de moteur. Hein. L'éducation au niveau des écoles, la formation en fait des militants, parce que Cabral quand même a été un formateur continu dans les zones libérées ou encore en fait dans les séminaires du parti, quoi. Il s'agit de former les individus. Rapporté aux élites post-coloniales, comment cette analyse peut-elle trouver son sens? Non, ce sont les élites, quoi qu'on dise, ces élites post-coloniales-là, elles sont nourries aux mamelles précisément en fait de la domination coloniale. Donc ça veut dire qu'elles ne peuvent pas avoir une rupture, opérer une rupture qui soit immédiate. Que l'action, les élites post-coloniales là, elles ne peuvent pas du jour au lendemain opérer cette rupture-là. Mais comment devrait-elle devenir vraiment une idée pour éclairer les élites d'aujourd'hui? Elles ne peuvent pas le faire du jour au lendemain. Comment elles peuvent le faire? C'est pratiquement en fait pas en revenant sur sur les bases culturelles, en revenant un peu sur ce qu'il peut appeler en fait le suicide des classes. Mais vous trouvez qu'il y a une différence entre les élites d'hier et celles d'aujourd'hui? Hier, c'est quand? Oui. Hier, c'est quand? Je pose la question. Ça veut dire que si nous parlons d'hier, ça veut dire que nous parlons de... En fait, je parlais des élites post-coloniales. Voilà, justement, ces élites post-coloniales-là, elles n'ont pas grand-chose à... elles n'ont pas changé grand-chose en fait dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement du point de vue en fait notamment en fait dans ces pays-là. Justement, comment notamment dans ces pays-là, pensée de Cabral peut-elle éclairer les élites d'aujourd'hui? Cabral invite d'abord à une sorte d'enracinement. Invite à un suicide des classes. C'est-à-dire que pratiquement, il renonçait à un certain nombre de privilèges. Renoncer à des privilèges. Renoncer à des formes de compromission. Et accepter précisément, en fait, de se poser, de ressusciter un travail révolutionnaire. Or, certainement, en fait, il n'est pas donné à n'importe quel individu de le faire. Et c'est plus une posture individualiste qu'un mouvement en fait d'ensemble. Ce ne sont pas tous les individus qui sont amenés à le faire. Alors, dites-nous, Mamadou Kabirou Gano, quand Amical Cabral parlait de suicide, il a parlé de suicide de la petite bourgeoisie. Oui, quel sens donner justement à cette notion de suicide de la petite bourgeoisie dans le Sénégal contemporain? Alors, on peut supposer que ce qui s'est passé au Sénégal en 2024, si on s'en tient à la rhétorique qui nous est servie, ça devait conduire à une forme de suicide de classe. Mais ce que nous voyons, c'est-à-dire que, par exemple, que ce soit le président de la République, le Premier ministre, sont tous des inspecteurs des impôts.
Donc, ce ne sont pas des... ils font partie quand même... Des émanations d'une certaine classe. D'une élite, d'une certaine classe sociale plus aisée. Bon. Ce sont lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils auraient pu, en allant au bout de leur propre discours, renoncer à bien des privilèges. Mais on se rend compte précisément en fait qu'il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de renonciation à des privilèges, en tout cas pour le moment. Donc, la petite bourgeoisie, ou en tout cas la petite bourgeoisie, elle n'a pas les leviers pour pouvoir actionner, opérer une mutation en fait globale de la société. Oui. Si nous devons rapporter au Sénégal la réalité, qu'est-ce que cela donne? Peut-on parler de crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés rapporté à la pensée de Cabral? Est-ce que cette crise de confiance existe au Sénégal? Non, on peut pas généraliser autant. On ne peut pas dire qu'il y a une crise de confiance entre gouvernants et gouvernés. Ça veut dire qu'on mettrait tout le monde en fait dans le même sac. Or, il y a quand même une compartimentation en fait au niveau de la société. De telle sorte quand même il y a des catégories sociales qui n'ont plus en fait confiance aux gouvernants. Par contre, quand même, on ne peut pas nier qu'il y a une masse assez importante qui continue d'être fidèle et qui certainement va accompagner en fait ces gouvernants jusqu'au moment où il faudra encore demander le suffrage des gens. On est à 2 ans et quand même ceux qui sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas tous les leviers, et surtout aussi quand même ceux qui ont été déchus, ils ne vont pas croiser les bras et ne pas quand même participer à la lutte idéologique qui est en train de se mener. Et surtout qu'il y a des forces exogènes aussi, et même des forces internes qui vont lutter pour montrer précisément en fait qu'on a des individus inaptes qui sont en train de nous gouverner. Donc plus on est dans une forme de lutte idéologique qui n'a pas pour le moment trouvé en fait de vainqueur. Où il n'y a pas quelqu'un qui a pu triompher en fait des autres, quoi. Donc de ce point de vue-là, on est au milieu pratiquement en fait des... Mais parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Il y a tellement de partis politiques au Sénégal et tout le monde se considère comme étant important. Alors, ce foisonnement de partis politiques au Sénégal, pour ne pas dire cette pléthore de partis politiques, quelle appréciation au regard de la pensée de Cabral? L'émiettement en fait des partis, la multiplication en fait des partis et montre à suffisance que il y a eu d'abord en fait une sorte de désidéologisation en fait des partis. C'est que les partis revendiquent ouvertement en fait qu'ils n'ont pas d'idéologie, ce qui est quand même quelque part en fait fallacieux. Mais l'idéologie souvent de ces partis, c'est proportionnel en fait à l'ego de leur chef. De sorte que c'est plus une lutte pour l'hégémonie d'individus. Le foisonnement là n'a rien en fait d'un projet collectif, d'un projet fédérateur. C'est plus précisément en fait une sorte de lutte pour le pouvoir, quoi. Une lutte pour le qui croit parce que de l'idéologie. Voilà, parce que quand même si l'idéologie, le discours qui se dit idéologique, ce discours-là déjà en soi véhicule une idéologie. Donc le foisonnement de ces partis-là montre simplement que la crise politique dans laquelle nous sommes, c'est toujours le symptôme d'une crise politique. Le fait qu'il y ait ces multi... Non, c'est parce que précisément en fait on ne peut pas construire un projet politique national avec cet émiettement en fait de partis. Et même dans ce cas précis, si le parti-là, le PASTEF, est arrivé au pouvoir, c'est parce que précisément ils ont su mobiliser l'essentiel les franges les plus représentatives en fait de la population. Alors, comment expliquer qu'un seul parti puisse arriver à avoir ce suffrage-là et qu'il y ait quand même
presque de 150 autres ou 200 autres qui n'ont même pas en fait la moitié de ses suffrages. Donc c'est un symptôme d'une crise politique. Bon, quand est-ce qu'on en sort? C'est pas évident en fait que ce soit demain la veille, pour la bonne et simple raison que certainement d'ici 2 ans on ira encore en fait aux élections. Mais c'est à peu près à ce moment-là que peut-être beaucoup de forces vont se déliter et vont disparaître. Oui, et dans le cadre de la dignité humaine, est-ce que la pensée d'Amical Cabral, dans le cadre de la dignité humaine, peut relever les défis de l'emploi, de la migration qui touche la jeunesse? Oui, Cabral a voulu construire une économie de la dignité humaine, qui est une approche qui vise à placer le respect de la personne, son épanouissement et ses droits fondamentaux au centre des activités économiques. Cela s'oppose à un capitalisme qui est déshumanisant, qui est axé uniquement en fait sur la rentabilité. Et la pensée de Cabral prône une économie humaine qui assure des conditions de vie décentes, c'est-à-dire l'accès aux besoins essentiels, un travail qui est choisi, un travail non aliénant, et une juste répartition en fait des richesses, quoi. Oui. Donc ça veut dire que si l'économie est construite en fait selon ce modèle-là, on ne pourra pas parler en fait de migration. On ne parlera pas en fait peut-être même de chômage en fait dans ce type d'économie-là. Voilà. Et justement, l'héritage d'Amical Cabral, est-ce que la pensée de Cabral est suffisamment enseignée dans nos universités et dans nos écoles? Vous êtes formateur? Oui, en fait, moi, d'abord, je ne suis pas pour qu'on enseigne une pensée. Son héritage? Non, je ne suis pas pour qu'on enseigne une pensée. Parce que je ne serais pas pour qu'on enseigne la pensée de Senghor. Pendant longtemps, ceux qui ont fait les 20 premières années de l'indépendance en fait, au Sénégal, ils ont été nourris de la pensée de Senghor, et ni de la pensée de Cheikh Anta Diop. Ce qu'il y a à enseigner, ce sont des méthodes, des façons de faire, à éveiller en fait, l'esprit des gens. Mais en fait, mais il y a quand même un besoin en fait, de répandre quand même cette pensée. Le sort que subit en fait la pensée de Cabral est identique à celle de toutes les pensées qui sont issues du continent. C'est le cas de la pensée de Biya, c'est de Nkrumah, de Cheikh Anta, etc. Donc, elles sont ignorées. Mais on est également en fait dans un espace de compétition. Mais comment répandre? Bon. Parce qu'aujourd'hui, avec des populations de plus en plus jeunes, il faut quand même des sources d'inspiration. Ces sources d'inspiration. Ce que je disais tout à l'heure. Si les partis politiques, l'idéologie des partis politiques, c'est à l'aune de l'ego du leader, il est évident que ce n'est pas dans ces partis politiques qu'il y aura une école du parti qui va enseigner en fait des pensées politiques. Oui, mais à l'aune des leaders, oui, allez-y. Donc, ça veut dire que si on doit enseigner en fait ces pensées, c'est dans les partis politiques, dans les formations. Oui. Maintenant, en fait, il peut y avoir... C'est une transmission. Si on est dans une posture qui se voudrait scientifique, c'est une posture qui est rigoureuse. Expérimentale. Oui, en fait, moi, il m'est arrivé comme enseignant, comme professeur, de prendre des textes de Cabral, des textes de Mamadou Dia, et d'en faire en fait un outil de réflexion, au même titre que si je prenais les textes de Platon ou bien de Descartes. Donc, de ce point de vue-là, parce que ces textes-là répondent à ce besoin-là. Donc, maintenant, quand il s'agit de vulgariser la pensée, mais ce serait quelque part aussi une incongruité, parce que quand même... Pourquoi? Non, on ne peut pas... Si on en fait une idéologie de masse, on en reviendrait en fait à des formes de stalinisme ou bien à des formes de diffusion totalitaire en fait. Non, c'est pas une obligation. C'est juste quand vous enseignez, c'est un privilège, non? Oui. Comme on dit, l'abondance de connaissances ne nuit jamais. Non, je pense que là, ça devrait prendre un spectre plus grand. Par exemple,
quand on enseigne la philosophie, par exemple, on devrait avoir une diversité de sources d'inspiration. Par exemple, qu'on dise on est dans le pays de Cheikh Anta Diop, et qu'on continue à dire dans nos lycées que la philosophie est née en Grèce, que ce sont les Grecs il y a eu le miracle grec qui a permis l'apparition de la philosophie. Mais on nie d'une certaine façon ce que Cheikh Anta Diop a dit. On devrait montrer simplement d'abord ce que tout le travail de Cheikh Anta Diop, ou bien ce que nous disons de la culture là. Cabral dit que c'est le socle de notre identité, de notre liberté, et ça nous permet d'être et de nous battre pour. Mais à côté de ces théories-là, il y a toutes les théories racialistes, les théories anthropologiques, évolutionnistes, les théories qui montrent qu'on est dans une période où pratiquement il y a une confrontation en fait des civilisations. Huntington, un choc des civilisations. Mais dans ce cas-là, il faudrait bien que certainement qu'on arme les gens. Mais armer les gens ne savait pas également les mettre dans des moules idéologiques. Bon, ces auteurs-là, il faut Cabral, Cheikh Anta Diop ou d'autres là, il faut en parler. Il faut également qu'il y ait des aspects symboliques par lesquels précisément en fait ils sont présentifiés aux gens. Présentifiés, par exemple, les rues. Est-ce qu'à Dakar, il y a une place à Amilcar Cabral? Mais ailleurs, est-ce qu'il y en a? Que ce soit Cabral, que ce soit Cheikh Anta Diop, que ce soit d'autres. Mais je pense qu'en fait, il y a à faire la distinction entre une démarche qui est proprement idéologique et une démarche qui est scientifique, de construction, et également en fait d'éducation. Et non de propagande. Et non de propagande. Mais de ce point de vue aujourd'hui, à l'aune quand même des luttes de libération toujours actuelles, vous en convenez? C'est octroyer à l'Afrique son identité. On ne peut pas être compétitif, on ne peut pas challenger d'autres si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. C'est-à-dire que la confiance en soi. Donc la construction identitaire en fait des enfants et même des élites elles-mêmes, que au moins qu'ils soient moulés dans une identité qui leur permette en fait d'affronter les autres. Mais s'ils sont dans une fragilité en fait culturelle. Mais parce que nous sommes dans un monde compétitif, Mamadou Gano. Un monde compétitif, justement, devrait d'abord permettre aux Africains de bien s'armer. Et cela passe par la culture, comme le recommande Amilcar Cabral. En fait, je pense qu'il ne faut pas également en fait fétichiser les choses. Et pour ça, il y a d'abord la connaissance de son propre du passé, la connaissance des éléments d'histoire de la société, la connaissance des faits culturels, des éléments de culture de nos sociétés, et qu'il y ait une appropriation de cela pour que les individus soient assis, qu'ils soient stabilisés sur un socle qui leur permette précisément en fait d'affronter en fait les autres. Mais dès lors qu'on continue en fait d'enseigner dans nos écoles dans une langue étrangère totalement, et qu'on continue de prendre des textes qui soient des textes d'autres, et qu'on oublie les éléments de notre culture dans le mécanisme de transmission en fait des idées et des identités. Alors il est certain en fait que on est fragilisé, et Cabral, que ce soit pour la propagande politique, que ce soit pour l'éducation, parce que pour lui, en reprenant un peu en fait un mot de Paul Frère, il faut bannir en fait l'éducation bancaire, l'éducation capitaliste, pour pouvoir quand même, à partir de la société, à partir des individus de la société, notamment en fait des femmes, des
personnes âgées, et en fait, ou que tout le monde, chacun, pour ainsi dire, est éducateur en fait dans la société. Chacun est éducateur dans la société. Et que les enfants deviennent les enfants de tout le monde, quoi. Et justement, dans cette même dynamique, comment rendre la pensée d'Amical Cabral accessible pour une jeunesse sénégalaise très connectée, mais en rupture avec le politique? D'abord, Cabral, les textes que nous disons, c'est des textes quand même qui concernent une certaine élite. Donc, nécessairement, peut-être il faudra qu'il y ait des manuels, des recueils de textes, que certains textes soient enseignés dans les écoles, ou bien encore qu'il y ait au niveau des partis politiques, et qu'il y ait également en fait des formations, qu'il y ait des écoles de partis. Et c'est ou bien encore au niveau des médias, qu'il y ait quand même une production qui permette de mettre à disposition en fait des uns et des autres les textes, les discours, ou bien encore toute l'iconographie, quoi. Parce que quoi qu'on dise, parce que la bataille aussi, c'est une bataille de communication. Oui, c'est une bataille idéologique. Vous avez été à l'ISEP de Paris, vous savez très bien aujourd'hui que le combat actuel, le combat d'aujourd'hui, c'est un combat de communication. Oui, mais l'infrastructure de communication, les infrastructures de communication, elles sont détenues par ceux qui ont les moyens, précisément de diffusion de masse. Mais ça n'a pas empêché justement aux acteurs comme Amical Cabral de mener le combat. La libération n'est pas seulement une libération politique, mais elle est d'ordre communicationnel, non? Elle est essentiellement... Vous avez suivi la dernière Coupe d'Afrique? Oui, justement. Mais justement, la Coupe d'Afrique, là. Mais vous voyez, je pense que le supporter congolais, là, Lumumba, mais l'impact qu'il a eu, en fait, beaucoup ne connaissaient pas Lumumba, mais à travers simplement, en fait, son truc, et on en est arrivé. C'est symbolique, non? C'est symbolique, c'est extrêmement symbolique. Et je pense quand même que ce soit... il faut qu'il y ait... Mais ça démontre quoi? Que, en fait, la recherche de modèles est devenue une nécessité par rapport justement à cette jeunesse africaine en quête de sens. Cabral peut se poser comme modèle, mais c'est que ce soit lui ou bien encore que ce soit d'autres personnalités politiques. Je pense que c'est dans l'enseignement, dans l'éducation, la création en fait d'entreprises aussi, qui sont productrices, qui devaient produire du sens, qui produisent du contenu. C'est par ça, parce que si nous sommes dépendants également en fait d'autres producteurs de contenu, il est certain en fait que on sera toujours à la traîne et notre histoire va nous échapper. Dans un monde de plus en plus compétitif. Oui, certainement. Si Amical Cabral observait le Sénégal d'aujourd'hui, quel serait le combat qui l'intéresserait le plus? Bon, ça c'est une colle, hein. Bon, je pense que le combat ça peut être le combat politique, le combat politique, la mobilisation en fait des masses. Oui, ça peut être le combat de l'éducation. Parce que je pense quand même que ça a été également un aspect central de sa démarche politique, quoi. Et ça pourrait être aussi en fait pas le combat militaire, parce que ça c'est pour lui c'est un passage obligé, mais c'est pas un passage en fait c'est un passage obligé, le combat militaire là. Mais l'aspect purement en fait politique, de mobilisation des masses, c'est pas ces biais-là que les gens peuvent construire. Et en une phrase, quelle leçon d'Amical Cabral le Sénégal gagnerait à réactualiser aujourd'hui? Il a voulu construire une nationalité. Il a voulu construire une nation, et sur la base de quelque chose sur la base d'une détermination en fait il a été un individu extrêmement déterminé et croire en soi. Un peu comme le Gom Sabop, quoi. Je pense que ça a été la foi en en lui-même, et je pense que ça a été déterminant en fait dans l'issue du combat politique qu'il a eu à mener, quoi. Et c'est cette confiance en soi là qu'il a transmis en fait à ses pairs.
Et nous retrouvons certains de ces aspects-là aujourd'hui en Guinée-Bissau ou bien encore au Sénégal. Je pense quand même en fait, c'est l'idée que c'est pas autrui qui va construire en fait nos pays. Ce ne sont pas les autres pays. Nos pays, à notre place, ce sont les fils de ces pays-là qui vont construire en fait les pays-là. Voilà. Et justement, nous l'avons dit aujourd'hui, un regard sur la géopolitique, avec ce qu'il y a comme contradiction majeure aujourd'hui, l'Afrique par rapport à des penseurs comme Amical Cabral gagnerait beaucoup plus à s'inspirer de sa pensée pour une autonomie réelle. Oui, Cabral a été, je l'ai dit au départ, il a été aussi un diplomate. Parce que malgré le fait qu'il était sur le terrain militaire, qu'il était en fait au niveau des séminaires des partis, mais il était présent partout, en fait dans le monde, là où les gens décidaient du sort du monde. Il était aux États-Unis, en Russie, en Chine ou encore en Europe. Il voyageait beaucoup. Et je pense que la marginalisation en fait de nos pays se lie aussi par le fait que les décisions se prennent en dehors d'elles, en dehors de ces pays-là, en dehors de l'Afrique. Donc, il a eu à rencontrer tous les grands du monde, que ce soit Mao, Brezhnev, ou bien encore les présidents américains, ou bien encore le pape. Donc, il était présent en fait sur le terrain diplomatique. Oui, je pense que c'est important. On va terminer par cette citation d'Amical Cabral. Aujourd'hui, peut-on parler de libération nationale sans libération sociale, culturelle au Sénégal? Bon, si on ajoute au Sénégal, ça fausse un peu en fait les choses. Ce qu'il y a, c'est important que pour Cabral, ça restreint un peu en fait le champ d'interprétation possible. Pour Cabral, la libération n'est effective que quand il y a une émancipation en fait. Autrement dit, que les individus décident pour eux-mêmes et qu'ils aient pleinement conscience en fait que il s'agit de créer pour essayer de la dignification de l'homme. C'est ce qu'il dit. Il faut rendre les gens dignes. Autrement dit, qu'il n'ait pas le sentiment d'une mésestime de soi et que autrui en fait les sous-estime aussi. Donc on peut vivre dans des conditions qui sont plus ou moins en fait précaires, des conditions difficiles, mais être heureux précisément en fait. Je pense qu'il y a quelques années, il y a un prix qui a été donné en tout cas pour les pays les plus heureux. Et ce n'était pas les pays auxquels on peut penser immédiatement, les pays occidentaux. Je pense que ça, c'est un pays qui se trouvait en Asie. Voilà. Et justement, merci encore. Merci. Mamadou Kabirou Gano, vous êtes, comme je l'ai rappelé en début d'émission, enseignant-chercheur, vous êtes formateur au niveau de FASTEF et que vous avez justement beaucoup écrit en termes de contribution, en termes d'articles sur Amical Cabral, 50 ans après que retenir, nous avons tenté de répondre à cette question pour justement expliquer que le prétexte a été justement ce colloque sur Amical Cabral, 50 ans après, pour une décolonisation épistémique et politique. Merci beaucoup encore. Et merci c'est justement, vous l'avez dit, c'est le prétexte en fait du colloque, l'apparition du livre, les actes du colloque de Ziguinchor en 2023. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup et pour rappeler effectivement que à l'acte du colloque international tenu du 19 au 21 janvier 2023 à l'université Assane Seck de Ziguinchor sous la direction de Joe Cabral, mais également de Kabirou Gano, notamment vous, de Diabou Sega Touré, de Oumar Dia, Hadi Ba, Alexandre Colli, Eugène Tavares, Amici C, Moshe Léopold Tendeng et Pierre Mendy. Voilà un colloque traduit en ouvrage
très intéressant et qui porte sur l'héritage d'Amilcar Cabral. Merci beaucoup, merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Excellente suite sur la 98.5. Vous y êtes, vous y restez. Cette fois-ci dans le cadre de Dianobi avec El Hadj Malick Ndiaye et son invité. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé